Et aujourd'hui, au fond, on se trouve dans une situation très, très compliquée. Parce que certains, comme Sarkozy dit, non, l'Europe, pas question qu'ils adhèrent. Il n'est pas le seul. L'Europe n'est pas, la Turquie n'est pas en Europe. Certains, comme je crois que c'est un petit peu, qui allaient jusqu'à dire le turc n'est pas une langue indo-européenne. Mais c'est pardon. Ou d'autres vont jusqu'à dire non, on n'a pas intégré 70 millions de musulmans en Europe chrétienne. Bon. D'ailleurs, dans le traité de Lisbonne, on a introduit dans l'introduction, dans le préliminaire, quelque chose sur les racines chrétiennes de l'Europe. Vous voyez déjà le type de raisonnement qu'on intègre, quelque chose qui est condamnable ici, au moins critiquable. Donc, Sarkozy, lui, il dit, vous voyez, moi je vais pas dire non, mais je pense qu'on est devant un problème réel. Les Européens, le Conseil, les chefs d'État et de gouvernement a fait de la Turquie un pays candidat officiel à l'adhésion. Ça veut dire que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous serez de toute façon membre de l'Union Européenne. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, alors qu'on a fait un engagement officiel, la Turquie, vous ne rentrerez pas. Ou alors, il faut dire que les traités, les engagements d'État n'ont comme valeur que chiffon de papier. Cela n'est pas possible. Je pense qu'il faut aussi que nous, quand même, communistes, je pense qu'il a probablement largement répondu dans le milieu progressiste, on ne peut pas accepter le raisonnement qui consiste à dire non, surtout pas les musulmans de l'Union européenne. Nous avons besoin, au contraire, d'une Union européenne ouverte sur la Méditerranée, ouverte sur le monde. Bien sûr, ça c'est un énorme défi. Ça veut dire que lorsque la Turquie rentrera, parce que je pense qu'elle rentrera un jour, l'Union européenne aura une frontière avec la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Arménie, j'en oublie, la Géorgie, Caucase, Moyen-Orient. Ça veut dire que c'est un sacré défi. Ça veut dire qu'il faut absolument que l'Union européenne se définisse une politique de sécurité et de défense à assumer cela. Et pourquoi pas? Ça serait au fond un objectif sain et important, évidemment pas n'importe quelle politique de sécurité et de défense. D'accord? Et je vais dire, justement, dans la troisième question, les réponses, l'essai de répondre à la troisième question, l'Europe a-t-elle un intérêt? Donc, on voit bien au fond que l'Europe fait face à 3 problèmes. Une crise structurelle du fait de son choix ultralibéral, structuré depuis Maastricht, le traité de Lisbonne au bout, qui prolonge ça. Deuxièmement, le problème de la réunification européenne, qui n'est pas réglé. Surtout si on compare d'ailleurs ce qui a fait la chute du mur, les aspirations à la démocratie, à la prospérité, au développement, et les réponses qu'on apporte à l'ensemble des Européens, en particulier aux Européens de l'Est, problème structurel non réglé. Et troisièmement, l'Union européenne n'apporte pas des réponses adaptées aux enjeux de la mondialisation capitaliste d'aujourd'hui. On voit au fond son rapport par exemple à l'Amérique latine. Elle établit avec l'Amérique latine le même type de rapport qu'elle a établi avec la Méditerranée et l'Afrique, c'est-à-dire constitution de volonté de constitution de zones de libre-échange dans un esprit très néolibéral. Donc, au fond, ce qu'on constate, c'est que les politiques et les stratégies de l'Union européenne ne répondent pas aux enjeux, aux grands enjeux du monde d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, la stratégie qu'elle a mise en place en 2000, qui s'appelle la stratégie de Lisbonne, ou l'agenda de Lisbonne, à ne pas confondre avec le traité de l'Union, c'est quelque chose de très important dont on parle pas beaucoup, parce que c'est assez complexe, puis bon, comme c'est un échec aussi, ils ne sont probablement pas beaucoup à en parler. Cette stratégie de Lisbonne, c'est l'ambition de faire, je le cite, de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde à l'horizon 2010. Vous vous rendez compte de l'ambition? Je veux bien faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde à l'horizon 2010. On est en 2009, ils sont dans l'échec total.
Ça, c'était en 2000. En 2005, ils ont déjà changé la stratégie parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'y arrivent toujours pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans les crises structurelles dont je viens de vous parler, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à sortir de cette crise dans laquelle, effectivement, leur propre politique les conduit, les enfonce de jour en jour, d'année en année, plus profondément. Alors, dans ce chapitre, l'Europe a-t-elle un avenir? Je crois que là, il faut aussi se poser la question, est-ce que l'Europe est capable aussi de faire face aux grands enjeux de sécurité du monde aujourd'hui? J'entends par sécurité, pour faire simple, la façon dont on répond aux crises et aux conflits, les enjeux de la sécurité politique internationale, c'est-à-dire les enjeux du désarmement. La réponse européenne en matière de politique de sécurité et de défense est elle-même significative d'une carence politique issue du choix d'un alignement sur la stratégie américaine. Déjà, Maastricht établissait une nécessaire compatibilité, le mot est dans le traité de Maastricht, d'une défense européenne avec l'OTAN. C'est-à-dire que dès Maastricht, on a dit, si on fait une défense européenne, et Maastricht dit qu'il faut mettre en place une politique de défense européenne et à terme une défense européenne. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. Hein. On imagine une politique, et après on fait une défense, c'est-à-dire qu'on met des structures en place, c'est-à-dire que les armées, vous voyez ce que je veux dire, hein, des choses opérationnelles. Donc Maastricht établit ça. Il faut une défense européenne qui soit compatible avec l'OTAN. Mais le traité de Lisbonne va plus loin. Le traité de Lisbonne, il fait de l'OTAN pour les Européens le fondement de leur défense, et l'instance de sa mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on subordonne clairement une défense européenne ou une politique européenne de sécurité et de défense à l'OTAN elle-même. Il y a un document qui a été d'ailleurs publié en 2003, qu'on appelle le document Solana, qui dans 2003 c'est en bouche, aux États-Unis, qui, au fond, traduit bien cette problématique. Parce que ce document reprend à peu près la même façon la façon dont les États-Unis définissent les menaces et les réponses aux menaces. Les menaces, c'est-à-dire, au fond, le terrorisme, la grande menace, définie par Bush, etc. Les États déliquescents, d'ailleurs, la Somalie, etc., là, qui ont du mal à exister parce qu'ils sont en crise profonde, etc., l'Afghanistan, ou les armes de destruction massive, la prolifération nucléaire, les armes, etc. Ce document Solana, qui a été adopté par le Conseil européen, hein, c'est pas un document comme ça qui traîne dans le tiroir, c'est un document officiel de l'Union européenne, reprend pas mot pour mot, non, ça serait exagéré, mais reprend dans l'esprit général cette vision de sécuritaire définie par Bush et les États.